Le 7 juin 1917, pendant la Première Guerre mondiale, le village de Messine, en Belgique, a été secoué par un tremblement de terre massif. Ou du moins, c'est ce que les soldats allemands occupant la région ont cru. Ce n'est que lorsqu'ils ont vu les corps de leurs camarades projetés dans les airs qui brûlaient d'une lueur orange qu'ils ont soudainement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre, mais d'une explosion. Une explosion si puissante qu'elle a anéanti quelques 10 000 soldats allemands et blessa des milliers d'autres et produisit des ondes de choc ressenties jusqu'en France. Mais le plus incroyable, c'est que l'explosion ne provenait pas d'une bombe ou d'un tir d'artillerie tombé du ciel, mais bien de sous leurs pieds. Comment une explosion d'une telle ampleur avait-elle pu passer totalement inaperçue auprès d'autant d'hommes ? La réponse se trouvait profondément sous terre. C'est là qu'une unité spécialisée composée de tunneliers canadiens, australiens, néo-zélandais et britanniques avait travaillé sans relâche pour mettre en place l'une des plus grandes explosions artificielles de toute l'histoire de l'humanité. Si les horreurs des tranchées ont été largement documentées, l'histoire de ces tunneliers est moins connue, bien qu'elle soit sans doute encore plus poignante. Alors préparez-vous, car je vous promets que ce que vous allez apprendre sur ces hommes extraordinaires va vous épater. Pour découvrir toute l'histoire, nous devons d'abord revenir au début de la Première Guerre mondiale. En août 1914, les forces allemandes ont déchiré les défenses françaises et belges. Mais leur avancée n'allait pas durer. Un mois plus tard, lors de la bataille de l'Aisne dans l'est de la France, les forces françaises et britanniques ont obstinément stoppé l'offensive allemande, les deux camps luttant pour prendre le dessus. Une impasse s'ensuivit. Chacun creusa des tranchées d'environ 2 mètres de profondeur pour maintenir ses positions, tout en protégeant ses troupes de l'artillerie ennemie en les abritant dans les lignes de casemates fortifiées. Si les tranchées offraient aux deux camps une défense presque impénétrable, elles rendaient également pratiquement impossible toute attaque contre l'ennemi. Sans surprise, une impasse s'ensuivit. Pour sortir de cette situation, les troupes françaises et allemandes se mirent à creuser. Vous pensez peut-être que le champ de bataille n'est pas le meilleur endroit pour chercher du pétrole ou des diamants. Mais elles ne creusaient pas à la recherche de trésors souterrains. Elles cherchaient quelque chose de bien plus précieux. L'objectif était de creuser un tunnel sous la bande de terre neutre qui les séparait jusqu'à atteindre le dessous des lignes ennemies. Une fois arrivées là, elles y plaçaient des explosifs qu'elles faisaient ensuite détonner dans l'espoir de détruire les tranchées adverses. En décembre 1914, la brutalité et l'efficacité de cette guerre des tunnels ont été observées pour la première fois, mais pas en faveur des forces alliées. Lors de la bataille de Givenchy, 10 000 Allemandes pesant chacune 50 kg ont explosé sous les lignes alliées. Les explosions, suivies d'une attaque de l'infanterie, ont causé la mort de plus de 800 hommes et anéanti toute la brigade britannique indienne de Sirinde. Cette attaque a été dévastatrice, non seulement pour les hommes qui ont perdu la vie, mais aussi pour ceux qui ont entendu les récits de cette horreur. Les soldats étaient habitués aux balles qui leur étaient tirées dessus. Ils pouvaient entendre les obus arriver, mais une explosion venant d'en dessous, ils n'avaient aucune idée de quand et d'où elle viendrait. Une nouvelle méthode pour gagner la guerre était née et elle était terrifiante. En réponse, on pouvait s'attendre à ce que les Alliés, en particulier les Britanniques, n'aient reculé devant rien pour anéantir les positions allemandes à coups de tonnes d'explosifs, non ? Eh ben non, en fait, ils n'ont rien fait. Les généraux de l'armée britannique ont affirmé que la Grande-Bretagne ne disposait de pas assez d'ingénieurs sur le front pour mener à bien une guerre souterraine. Des régiments entiers étaient décimés et la Grande-Bretagne n'avait aucune réponse à apporter, jusqu'à ce que John Norton Griffith intervienne. Norton Griffith, également connu sous le surnom impressionnant de Hellfire Jack, avait une formation dans le domaine minier. Lorsque la guerre a été déclarée, sa société minière, Griffith & Co, était en train d'étendre ses réseaux d'égouts et de drainage de Manchester. C'est alors qu'il a eu une idée géniale. Là, vous vous dites peut-être que la seule chose qui reliait des égoutiers et le front était l'odeur nauséabonde du désespoir. Cependant, Hellfire Jack avait un plan élaboré en tête. Il voulait emmener son propre groupe d'égoutiers, alors connu sous le nom de taupes, dans les tunnels du front occidental. Plutôt que d'utiliser des pioches pour creuser laborieusement des tunnels souterrains, les taupes de Hellfire Jack utilisaient une technique beaucoup plus efficace appelée le clay kicking. Cette technique consistait à asseoir un homme, le kicker, dos appuyé contre une croix en bois coincée entre les lattes de bois formant la galerie qui soutenait le puits. Son travail consistait à creuser l'argile devant lui à l'aide d'une petite pelle pointue, en utilisant ses jambes. Un autre homme, le bagueur, ramassait les sédiments détachés. Pendant ce temps, derrière eux, un troisième homme, le transporteur, transférait les sacs d'argile vers l'entrée du tunnel à l'aide d'un chariot. En envoyant ses clay kickers creuser des tunnels sous le front occidental, Hellfire Jack pensait que la Grande-Bretagne pouvait enfin rivaliser avec l'Allemagne dans la guerre souterraine. Après l'explosion lors de la bataille de Givenchy, il écrivit au gouvernement britannique pour lui proposer ce plan. Mais malgré son surnom de dur à cuire et la menace croissante des mines allemandes, la lettre fut rejetée. Il fallut encore 2 mois pendant lesquels les mines allemandes décimèrent les forces alliées pour que le ministère britannique de la guerre finisse par agir. Ont-ils élaboré leur propre plan ingénieux ? Non, ils ont plutôt décidé d'approuver enfin la lettre de Hellfire Jack.
À ce moment-là, celui-ci savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Ses égoutiers quittèrent Manchester immédiatement, et 4 jours plus tard, ils creusaient déjà des tunnels sous le No Man's Land en France. Alors, qui étaient ces taupes? Chargés de la petite tâche d'aider à gagner la guerre? Désolé de vous décevoir si vous imaginiez des petits hommes ronds avec une fourrure grise et un museau pointu. Ils étaient connus sous le nom de taupes non pas pour leur apparence mais pour leur capacité à creuser. Beaucoup d'entre eux avaient plus de 40 ans, mesuraient moins d'1,60 m et n'avaient aucune expérience du combat. Étant donné que l'âge maximum pour aller à la guerre était de 40 ans et que la taille minimale requise était d'1,60 m, ils n'étaient pas des recrues militaires typiques. Les soldats d'infanterie avaient environ 9 mois pour se préparer, s'entraîner, se mettre en forme et apprendre les règles de l'armée. Pourtant, les taupes sont devenus des militaires en quelques jours seulement. Imaginez un peu, une semaine vous faites votre travail habituel, et quelques jours plus tard vous creusez des tunnels sous le No Man's Land dans l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. C'est un sacré changement de carrière. À première vue, recruter un groupe d'hommes petits et âgés sans expérience ni formation militaire semble être le meilleur moyen de perdre la guerre. Mais les taupes avaient leur avantage. Le clay kicking était utilisé dans toute la Grande-Bretagne pour creuser des égouts, des tunnels ferroviaires et des routes. Cela signifiait qu'un grand nombre de taupes recrutés avaient déjà utilisé ces méthodes pour creuser sous terre. Plus important encore, tous les hommes enrôlés savaient ce qu'était de travailler dans des conditions exiguës, froides et sombres des tunnels. De plus, être mineur ou égoutier signifiait que vous étiez déjà probablement fort, courageux et habitué au danger. En revanche, l'Allemagne ne tenait pas compte de ces mineurs. Au contraire, beaucoup d'entre eux ont été renvoyés chez eux pour être affectés à l'industrie afin de contribuer à l'effort de guerre. Et les mineurs allemands qui ont creusé des tunnels sous le No Man's Land n'ont pas reçu la même responsabilité que les taupes. Les commandants allemands n'étaient pas disposés à laisser des ingénieurs miniers civils diriger des unités militaires. Et ça s'est avéré être une erreur fatale. Attendez. Vous savez ce qui n'est pas une erreur par contre? C'est de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Je réalise de nombreuses vidéos historiques et des analyses approfondies qui vous plongeront dans l'histoire. Mais bon, pour l'instant, revenons-en à nos taupes. Même si les taupes n'avaient pas suivi 9 mois d'entraînement militaire, ils avaient tout de même l'esprit de véritables soldats. Prenons l'exemple d'un tunnelier, William Hackett. Après l'explosion d'une mine ennemie dans le tunnel où lui et son équipe se trouvaient, ils se sont retrouvés piégés dans leur galerie soutenus par les poutres de bois, hautes de moins d'1 mètre et larges de 75 cm. Après avoir travaillé désespérément pendant 20 heures, les hommes ont creusé un trou à travers la terre tombée et les poutres brisées. Hackett a aidé 3 hommes à se mettre en sécurité à travers l'ouverture. Il aurait pu les suivre, mais il a refusé. Au lieu de cela, il est resté planté avec le 4e homme qui était gravement blessé. Même lorsque l'ouverture devint de plus en plus petite, Hackett refusa de quitter son camarade blessé. Peu après, la galerie s'effondra complètement et aucun des 2 hommes ne fut jamais revu. Outre leur courage indéniable, l'expérience des taupes s'avéra également inestimable. Ces hommes étaient habitués aux conditions de travail exiguës, froides et inconfortables des mines et pouvaient travailler jusqu'à 12 heures d'affilée. De plus, il y avait un nombre considérable de recrues à qui faire appel. Des mineurs de tout le Royaume-Uni et de l'Empire britannique ont répondu à l'appel. Si bien qu'à l'été 1916, les Britanniques disposaient de 33 compagnies de tunneliers sur le front occidental, avec pas moins de 25 000 tunneliers entraînés, composés principalement de volontaires. Désormais coordonnés par les Royal Engineers, les taupes chargées de la mission de Messine provenaient des 171e, 175e et 250e compagnies britanniques de creusement de tunnels. Il y avait également 2 compagnies canadiennes de creusement de tunnels appelées les Beavers et une compagnie australienne appelée les Diggers. Ouais, je suis un peu déçu qu'ils ne se soient pas appelés les Wombats. Quoi qu'il en soit, leur cible était la crête des Messines. Elle s'étendait au nord et à l'est de la ville de Messine, aujourd'hui connue sous le nom de Meissen en Belgique. À son point culminant, la crête atteignait 80 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant une position d'une importance stratégique considérable aux Allemands, qui pouvaient observer les positions britanniques depuis cet endroit. En s'emparant de cette crête longue de 16 km, les Britanniques pouvaient redresser leur ligne de front, ce qui leur permettrait de lancer une attaque vers Passchendaele et de repousser les forces allemandes. Mais s'emparer de la crête n'allait pas être facile. Les Allemands la tenaient depuis novembre 1914 et l'avaient fortement fortifiée pour repousser toute attaque d'infanterie. La seule façon de la prendre était de passer par le sous-sol. C'est ainsi qu'au début de l'année 1916, le général Herbert Plumer donna l'ordre de creuser des tunnels sous la crête de Messine. Le plan consistait à creuser 22 tunnels sous les lignes de front allemandes. Certains tunnels devaient avoir plus de 40 mètres de profondeur et s'étendre sur plus de 600 mètres sous leur ligne, ce qui signifiait qu'il faudrait plus de 6 mois pour creuser l'ensemble du réseau. Dans chaque tunnel, une mine serait placée, puis détruite plus tard dans l'espoir d'anéantir le bastion allemand sur la crête. L'explosion massive serait ensuite suivie d'un bombardement d'artillerie et d'une attaque d'infanterie. Si le plan réussissait, les Britanniques feraient un pas de géant vers la victoire. Mais pour la remporter, les taupes devaient éviter d'être détectées.
La seule façon d'y parvenir était de creuser plus profondément qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Les Britanniques utilisèrent donc des tubes cylindriques en acier appelés tubing. Les tubing furent enfoncés dans les tristement célèbres sables de Kemmel situés sous la terre des Flandres. Or, les sables de Kemmel étaient un terrain instable qui agissait comme des sables mouvants. Si on creusait un tunnel à travers eux, on s'exposait à un risque accru d'inondation et d'effondrement. Mais grâce à leur tubing en acier, les moles, beavers et diggers ont pu atteindre environ 30 mètres sous terre, bien en dessous des sables de Kemmel. À cet endroit, le sol était principalement composé d'argile, un sédiment parfait pour creuser des tunnels. Ignorant la technique des tubing en acier, les forces allemandes ont eu du mal à trouver des moyens de creuser sous les sables difficiles et d'atteindre la même profondeur que les Britanniques. Cependant, ce n'est pas seulement une technologie minière avancée qui les a aidés. Si la prise de la crête des Messines donnait aux Allemands un avantage en termes d'observation, ce point de vue avantageux signifiait également que pour creuser des tunnels aussi profonds que ceux des Britanniques, ils devaient creuser beaucoup plus profondément. Mais non seulement les tunnels britanniques étaient plus profonds, mais les moles, beavers et diggers creusaient également beaucoup plus vite que les Allemands. En fait, grâce au clay kicking, les Britanniques creusaient des tunnels 4 fois plus vite que leurs ennemis, qui utilisaient encore des pioches. De plus, le clay kicking était non seulement rapide, mais aussi pratiquement silencieux, contrairement au bruit constant des pioches allemandes qui creusaient la terre. Dans les tunnels, le silence était d'or. Les deux camps utilisaient des appareils d'écoute tels que des géophones et des sismicrophones pour capter la moindre vibration. Une seule erreur pouvait permettre à l'ennemi de détecter l'emplacement du tunnel. S'ils étaient entendus en train de creuser sous terre, ils risquaient de voir leur tunnel exploser à cause d'une mine souterraine placée par l'ennemi. Cela aurait non seulement réduit à néant des mois de travail acharné, mais aurait également pu ensevelir les mineurs dans le tunnel. Travailler dans un silence complet, sans aucun bruit, aucune musique, aurait pu vous rendre fou, mais c'était le moindre des soucis des taupes. Sans surprise, les tunnels étaient un cauchemar claustrophobique. Ils étaient extrêmement petits pour éviter d'être détectés, ne mesurant pas plus de 1,37 m de haut. Même si les taupes avaient tendance à être plus petits que les soldats classiques, il leur était tout de même impossible de se tenir debout. Ils souffraient donc d'horribles problèmes de dos. Et même s'ils décidaient de ménager leur dos et se mettaient à ramper au sol, leurs mains, leurs genoux et leurs ongles se couvraient d'une épaisse couche d'argile. Mais ce n'était pas le seul tribut que ce travail faisait payer à leur corps. Le creusement de l'argile reposait sur la force des jambes des tunneliers plutôt que sur celle de leurs bras, légèrement plus faibles, ce qui permettait aux taupes de creuser davantage en moins de temps. Pourtant, creuser constamment l'argile dans la terre était épuisant. La plupart du temps, les creuseurs d'argile se partageaient la charge, mais même ainsi, ils devaient faire face à des quarts de travaux exténuants de 8 heures. Travailler jusqu'à 38 mètres sous terre signifie également qu'il n'y avait pas de lumière naturelle dans le tunnel. L'électricité étant rare sur le front, les taupes n'avaient d'autre choix que de travailler à la faible lueur des bougies. Mais pire encore que le manque de lumière, il y avait des inondations. Creusés sous le niveau de l'eau, les tunnels étaient souvent inondés et sans pompe, les tunneliers n'avaient aucun autre choix que de travailler les pieds dans l'eau ou jusqu'aux genoux. Le froid, l'humidité et les conditions insalubres dans lesquelles s'y trouvaient les pieds des tunneliers faisaient que le redoutable pied des tranchées ne tardait pas à apparaître. L'exposition constante à des conditions horribles détruisait les vaisseaux sanguins des pieds, et peu après, des cloques et des plaies ouvertes apparaissaient, exposant les tunneliers à des risques d'infection fongique. S'ils n'étaient pas traités à temps, les taupes pouvaient subir une amputation des pieds et des jambes pour empêcher l'infection de se propager. Aussi horrible que cela puisse paraître, il y avait quelque chose qu'ils redoutaient encore plus. En effet, les compagnies de tunneliers alliés n'étaient pas les seules à chercher à détruire l'ennemi par en dessous. Les Allemands avaient également leurs propres mineurs, chargés de placer des explosifs sous les lignes de front britanniques, voire de saboter la mission des tunneliers des taupes. Les mines souterraines, appelées camouflées, n'étaient pas utilisées pour faire sauter les tranchées ennemies, mais pour provoquer des effondrements dans les tunnels adverses. S'ils avaient la malchance d'être surpris par l'explosion d'un camouflet, tous ceux qui se trouvaient dans le tunnel étaient engloutis par une mer de terre. Une autre préoccupation tout aussi angoissante pour les taupes était le risque que les Allemands pénètrent dans leur tunnel. Si deux tunnels se rejoignaient à un endroit quelconque, les mineurs se retrouvaient face à une vision terrifiante, l'ennemi à quelques mètres d'eux. Cela déclencherait des conflits brutaux et désespérés dignes du Moyen-Âge. Les tunneliers s'attaquaient avec tout ce qui leur tombait sous la main, pelles, pioches, couteaux et même coups de poing. Le combat sanglant ne prenait fin que lorsque l'ennemi était mort ou que le tunnel s'effondrait délibérément. Malgré la menace incessante de l'ennemi qui pouvait les tuer à coups de matraque ou les noyer sous terre, il existait une menace encore plus grande, le monoxyde de carbone. Surnommé de manière inquiétante le tueur silencieux, le monoxyde de carbone est un gaz incolore, insipide et inodore qui provient de la combustion incomplète du carbone. Il est incroyablement toxique. Sous terre en particulier, après une explosion, même après un seul coup de feu, le monoxyde de carbone se dissipe dans l'air. Évidemment, plus l'explosion était importante, plus la quantité de monoxyde de carbone libérée était importante. Ainsi,
Lorsque les camouflets explosaient, de grandes quantités de monoxyde de carbone envahissaient l'air. Les tunnels étant mal ventilés, le monoxyde pouvait s'accumuler et se propager rapidement. Or, l'inhalation de monoxyde de carbone réduit considérablement la quantité d'oxygène absorbée dans le sang. Même si une concentration de 0,1% de monoxyde de carbone dans l'air peut être mortelle, une concentration de 0,2% provoque une perte de conscience en 25 minutes environ. Dans les cas les plus extrêmes, lorsque l'air contient plus de 1% de monoxyde de carbone, cela entraîne une perte de conscience après 2 à 3 respirations et la mort en moins de 3 minutes. Ce gaz mortel a coûté la vie à de nombreuses taupes. Mais comme un nombre inconnu de tunneliers sont toujours portés disparus ou n'ont pas été retrouvés, il est difficile de savoir combien de mineurs y ont succombé. Néanmoins, de nombreux historiens pensent que c'est ce gaz mortel et non les balles, les bombes ou les effondrements qui a été le plus grand tueur de taupes sur le front. Si l'intoxication au monoxyde de carbone est considérée comme une mort indolore, cela ne l'empêche pas d'être terrifiant. La réduction de l'apport en oxygène au cerveau entraîne des palpitations, un essoufflement et même des vertiges. Imaginez l'horreur d'être dans un tunnel sombre et de voir vos amis rire jusqu'à en perdre connaissance, sachant que vous serez le prochain. Cependant, avez-vous déjà entendu l'expression « canari dans une mine de charbon » ? Elle trouve son origine dans la pratique des mineurs qui emmenaient des canaris avec eux dans les mines de charbon. Ces oiseaux sont plus sensibles aux effets du gaz, de sorte que tout changement dans leur état alertait les mineurs de la présence de gaz invisibles, leur donnant ainsi un temps précieux pour évacuer les lieux. Le canari, souvent appelé l'ami du mineur, était gardé dans une cage par les tunneliers. Mais les canaris n'étaient pas les seuls animaux utilisés à cette fin. Des souris et des rats étaient également utilisés pour détecter les gaz dangereux avant que les mineurs ne perdent connaissance. Si les rongeurs s'évanouissaient ou si le canari tombait de son perchoir, les hommes savaient qu'ils devaient évacuer les lieux, et vite. Cependant, les animaux n'étaient pas leurs seuls sauveurs. Le protomane venait également à la rescousse des mineurs en danger d'intoxication par les gaz. Malgré son nom et son apparence, le protomane n'était pas un super-héros de la Première Guerre mondiale. Son titre vient de l'équipement respiratoire spécial appelé proto-apparatus, utilisé par ceux qui étaient envoyés sous terre pour des missions de sauvetage. Ils pinçaient leur nez et fixaient un flux d'oxygène provenant de bouteilles à un embout buccal via un ensemble de tuyaux. Les protomènes expérimentés pouvaient rester sous terre jusqu'à 2 heures pour rechercher leurs camarades tombés au combat. Même si leur intention était louable, je ne peux imaginer l'horreur de s'évanouir dans un tunnel et d'ouvrir les yeux pour voir un protomane. Sans surprise, l'anxiété constante de la vie dans les tunnels a poussé de nombreuses taupes à bout. C'est pourquoi l'alcool jouait un rôle important dans leur vie quotidienne. Même si cela aidait les tunneliers à apaiser leur anxiété, boire pendant la guerre était strictement interdit par les officiers supérieurs. Un creuseur de tunnel nommé Charles Williams a été condamné à 21 jours de punition militaire numéro 1 pour ivresse en février 1917. En conséquence, William a été attaché à un objet fixe, comme la roue d'une voiture ou d'un poteau pendant 2 heures par jour. Au total, il aurait été attaché pendant plus de 40 heures. Même si se saouler dans une zone de guerre active n'est certainement pas la meilleure idée qui soit, on pourrait penser que les officiers supérieurs auraient été un peu plus compréhensifs envers le sort des taupes, compte tenu des conditions infernales dans lesquelles ils travaillaient. Cela dit, pourquoi aurait-il accepté un travail aussi pénible ? L'amour du roi et de la patrie ne suffit pas à motiver tout le monde. Eh bien, les creuseurs pouvaient gagner jusqu'à 6 shillings par jour, soit environ 22 $ aujourd'hui, un salaire décent pour les ouvriers de l'époque. En comparaison, les fantassins dans les tranchées ne touchaient qu'1 shilling et 3 pence, soit à peine 5 $ par jour. La disparité des salaires a naturellement conduit à une animosité entre les fantassins et les taupes. Ceux qui se trouvaient dans les tranchées ont même composé des chansons pour se moquer des tunneliers, les accusant de voler leur gagne-pain. Mais je suis prêt à parier qu'ils n'auraient pas dit cela si l'un d'entre eux avait passé quelques heures dans les chaussures froides, claustrophobes et très humides des taupes. En juin 1917, quelques jours seulement avant la date prévue pour l'explosion, les taupes avaient toutes atteint leur position finale. Au total, 22 mines avaient été placées sous la crête de Messine. Étonnamment, seul un des tunnels fut découvert et détruit par les Allemands. Le travail commença alors pour transporter les mines vers leur emplacement définitif et les tunnels restants, non découverts, furent collectivement chargés de mines. Ils utilisèrent pas 10 tonnes, ni 20, ni même 50, mais environ 500 tonnes d'explosifs. Pour vous donner une idée, ça correspond à peu près au poids non pas d'une ni deux, mais de 3 baleines bleues. Je suis pas un expert en TNT, mais même moi, je sais que c'est suffisant pour provoquer une énorme explosion. Quelques heures avant l'attaque, le général Charles Harrington a briefé la presse et prononcé ces mots effrayants. Je ne sais pas si nous allons changer l'histoire demain, mais nous allons certainement modifier la géographie. Sa remarque allait bientôt se vérifier. Aux premières heures, le 7 juin 1917, la dernière mine était amorcée et prête. Il ne restait plus qu'à déclencher les charges. L'artillerie britannique cessa de tirer quelques minutes avant l'explosion, attendant le début de cette offensive hors du commun.
Le bruit assourdissant des tirs d'artillerie et des bombardements cessa, et un silence inquiétant envahit le champ de bataille. Puis, à 3h17, le silence fut brisé. 19 des mines situées sous la crête explosèrent en l'espace de 20 secondes. L'explosion fut monstrueuse. Selon des témoins, les corps des soldats allemands furent projetés en l'air comme des poupées de chiffon. D'énormes langues de feu jaillirent de la terre et du sol trembla violemment. De nombreux historiens estiment que l'explosion a tué environ 10 000 soldats allemands, tandis que 7 200 autres ont été blessés, choqués et capturés lors de l'attaque d'infanterie qui a suivi. Aussi étrange que cela puisse paraître, les soldats allemands qui ont péri ont été les plus chanceux. Comme si être projetés en l'air et subir une chute qui brise les os ne suffisait pas, les masses de terre qui se sont ensuite abattues ont étouffé beaucoup d'entre eux, là où ils gisaient. Les explosions simultanées ont secoué la terre pendant 19 secondes et ont été si violentes que les géologues de l'université de Lille, située à 19 km de là, ont confondu les secousses avec un véritable tremblement de terre. Plus loin encore, un étudiant insomniaque de l'University College de Dublin, situé à 770 km du site de l'explosion, a déclaré avoir entendu le bruit de l'explosion. Il est difficile de déterminer avec précision la puissance de l'explosion, mais on pense qu'il s'agit de la plus grande explosion d'origine humaine sur l'histoire à cette date. Et cela reste ainsi jusqu'à l'essai nucléaire Trinity de 1945, alias la toute première bombe atomique au monde. C'est vrai, il a fallu littéralement une explosion nucléaire pour la surpasser. La plupart des soldats allemands ayant été tués ou commotionnés par l'explosion, les troupes alliées balayèrent les lignes de tranchées et atteignirent la crête en moins d'une journée. Au cours des 7 jours suivants, les forces britanniques ont continué à avancer, à conquérir du territoire et à repousser les contre-attaques allemandes. La fin de la bataille, on estimait 25 000 nombres de victimes parmi les troupes allemandes, dont 10 000 lors de l'explosion des mines. Il est indéniable que le travail des taupes qui ont creusé des tunnels sous la crête des Messines a contribué à changer le cours de la guerre. Le capitaine britannique Grant Grieve affirma que jamais dans l'histoire de la guerre, des mineurs n'avaient joué un rôle aussi crucial dans une bataille. Hermann von Kuhl, un haut commandant de l'armée allemande, qualifia quant à lui l'attaque de Messine de l'une des pires tragédies allemandes de la guerre. Même longtemps après la guerre, l'impact du travail des taupes s'est fait sentir. Der Weltkrieg, l'histoire officielle allemande de la guerre, publiée en 1939, a classé l'explosion de la crête de Messine en 2e position dans la liste des raisons de la défaite allemande. Je dirais que c'est un impact assez important pour un groupe de mineurs et des routiers. Chez eux, ces taupes étaient peut-être méprisés, mais après cela, ils ont été considérés comme l'une des troupes les plus précieuses du front occidental. Cela montre bien que parfois, les plus grands héros peuvent venir des endroits les plus inattendus. Quelle partie de cette histoire vous a le plus choqué? Connaissez-vous d'autres héros de guerre méconnus qui mériteraient d'être salués? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.